J'aimerais maintenant vous présenter Cécile Rousseau, qui est une de nos grandes conférencières. Et j'ai un petit laïus. Cécile, je la connais depuis plusieurs années. En fait, Cécile, c'est avant tout une cycliste. Je l'ai vue arriver avec son casque de cycliste. Et je l'ai vue l'autre fois, je passais près de Radio-Canada, puis elle s'en allait donner une entrevue, puis elle se promenait avec sa bicyclette. Mais c'est plus qu'une cycliste, sinon on ne l'aurait pas nécessairement invitée pour parler de solidarité. C'est une psychiatre et qui s'est investie dans plusieurs domaines, qui travaille au C3S de la montagne, qui est aussi versée au niveau de la recherche et de l'enseignement. Et j'ai la chance de la connaître depuis plusieurs années, et c'est le genre de présentateur qui fait l'unanimité. Quand son nom est sorti au comité scientifique, tout le monde disait « oui, c'est la personne pour nous parler de solidarité ». Depuis des années, elle travaille auprès des réfugiés et elle a toujours un bon mot. Elle a une vision optimiste, elle a un esprit critique et ça me fait grandement plaisir de l'inviter à se joindre à nous pour prendre la parole. Alors, Cécile, tu es le... Oh, est-ce que j'ai... Alors, désolé, je suis en train d'escamoter. Cécile, je ne vais pas te représenter à nouveau. Alors, tu peux venir, j'espère que tu as mis ton casque en sécurité. OK. Alors, Cécile. Vas-y. Merci, Cécile. Bon après-midi, c'est un grand plaisir d'être avec vous et je dois remercier d'abord Michel de m'avoir rassurée. Parce que vous savez, quand l'animateur se plante de cette façon-là, ensuite les conférenciers peuvent se planter. Merci Michel. Surtout que je me reconnaissais, plus il parlait, plus je me reconnaissais dans tous les cas de figure, toutes ces personnes dont il parlait et qui avaient déjà eu des problèmes lors de leur présentation. Je disais, mais c'est moi dont il parle. Hein. Voilà, donc merci. Merci aussi à tous ceux du conseil scientifique et du comité scientifique qui m'ont invité, et aussi toutes mes excuses, parce que finalement le thème est tellement ambitieux que j'avais l'impression, je m'en venais en me disant, mais je vais raconter quelques histoires, mais est-ce que ça remplira ce mandat énorme? Et je pense que oui et non. Mais là, j'aurais besoin du PowerPoint sur l'écran, parce que c'est bien beau de se voir. Ah, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Sinon, je vais devenir très narcissique. Alors, je me disais qu'avant de vous expliquer ce dont j'allais parler cet après-midi, je vais d'abord vous dire d'où je parle. Et bon, je parle d'ici, mais je parle aussi, vous voyez, ça c'est Parc Extension. C'est important parce qu'on a des gens qui viennent de tout le Québec et d'ailleurs. Et à Parc Extension, les antennes de communication, vous voyez les coupoles de communication, ça pousse autant que les fleurs. Il y a même beaucoup de balcons où il y a plus de coupoles de communication que de fleurs. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que quand on est sur le balcon, parce que Parc Extension, comme Pointe-Saint-Charles, où j'ai travaillé avant, c'est balcon-ville. On passe un peu sa vie sur son balcon. Hein. Mais sur son balcon, on n'est pas juste à Parc-Ex, on est aussi au Qatar, on est aussi au Pakistan, on est aussi au Punjab, on est aussi au Moyen-Orient, on est aussi en Syrie, on est aussi dans le monde entier qui arrive en arabe, en ourdou, en anglais, en français, dans la cuisine des gens. Et ça, c'est important parce que ça nous ramène à ce cœur-là du lien entre mondialisation, notre monde contemporain, et notre intimité. Alors, on peut toujours dire qu'est-ce que ça a à voir avec nous, mais vous voyez, donc là d'où je parle et les histoires dont je vais parler, c'est Parc Extension. Et peut-être que pour ceux d'entre vous qui viennent de Gatineau, de Gaspésie ou d'ailleurs, vous direz, mais ce n'est pas notre réalité. Vous dites quelque chose qui ne nous rejoint pas, ce n'est pas nous ça. C'est possible. Et en même temps, c'est de se dire, c'est si nous mettons ensemble tous ces morceaux d'histoire que nous aurons une idée de notre monde contemporain. Alors, dans ce que je vais dire, il y a peut-être des choses qui feront écho. Il y a peut-être des choses aussi, parce qu'on parle de réalité désagréable, qui vont vous choquer ou vous fâcher.
Je pense que c'est dans ces regards différents que nous avons et dans ces histoires différentes que nous portons que se retrouve un peu une compréhension de ce qui fait sens. Et quand on fait sens, alors on peut faire solidarité. Alors le parcours de la présentation. Donc d'abord, je vous parle de mondialisation et de santé mentale, de la transformation de la relation à soi, puis des tensions des relations à l'autre. Les relations à l'autre ne sont pas faciles dans notre monde en ce moment, et c'est difficile. C'est difficile dans à peu près tous les pays du monde, mais c'est aussi difficile ici au Québec. Et puis du mythe du bonheur, est-ce que c'est un mensonge indispensable? Et le mythe du bonheur va, je dirais, main dans la main avec le mythe de la compétence, de l'expertise, et notre difficulté à faire face à l'incertitude. Et à partir de ça, comment est-ce qu'on préserve ou qu'on recrée des liens significatifs dans les services de santé, en termes de ce que j'appelle des micro-pratiques, mais aussi dans les communautés et dans l'espace public. Évidemment, c'est beaucoup trop, alors je ne vais pas pouvoir parler en détail de tout ça, et si jamais je n'arrive pas à terminer la présentation, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de commencer à partager certaines histoires. Donc je parlais de lien justement entre mondialisation et l'intimité, et dans ce rapport au soi, il y a cette question du bonheur. C'est Didier Anzeux qui disait qu'il y a des mythes sociaux. Des mythes sociaux, c'est des choses auxquelles on a besoin de croire, même si d'une certaine façon, on sait que ça n'est pas vrai. Et je dirais que le bonheur dans notre société, c'est un de ces mythes-là. Comme si on pouvait tous réussir suivant les critères qui sont comme imposés par la société, ou être heureux tout le temps. Comme si finalement le bonheur, ce n'était pas quelque chose qui venait par bouffées, des bouffées qui sont extraordinaires, mais qui n'étaient pas là tout le temps. Et plus je travaille avec les jeunes, plus je rencontre de jeunes, mais surtout aussi de parents, même de grands-parents, qui se sentent très coupables de ne pas être heureux, comme si c'était un fardeau, quelque chose de plus qu'ils avaient raté dans leur vie. Alors c'est Brown et Harris qui avaient écrit un article intéressant dans le British Journal of Psychiatry, un grand journal sérieux, dirait Michel, où il parlait du bonheur en disant « le bonheur, on devrait en faire une catégorie diagnostique » et le mettre dans le DSM 4 ou 5. Et pourquoi est-ce qu'ils disaient ça? Parce que le bonheur, d'après leurs études, c'est une anomalie statistique. C'est-à-dire, ce n'est pas la majorité des gens qui sont heureux. Et vous savez qu'on définit les pathologies à partir d'une anomalie statistique. Si vous n'êtes pas comme tout le monde, alors vous avez certainement un diagnostic. Alors, être heureux, ça deviendrait une nouvelle catégorie diagnostique parce que ça n'est pas la majorité des gens qui sont heureux. Et je pense qu'on vend, à partir de ce mythe, on vend beaucoup d'illusions, et d'une illusion qui coûte cher. Mais on vend aussi l'illusion que notre société est essentiellement bienveillante. Alors là encore, ça se décline de toutes sortes de façons, ça dépend où vous êtes, mais je ne sais pas si vous vous rappelez ces posters dans les salles d'attente des C3S, mais aussi quelquefois des écoles et des hôpitaux, et dans la ville qui disent « violence, tolérance zéro ». Et ça, c'est une illusion, cette illusion que notre société, d'abord, n'est pas violente. J'étais à Lyon dernièrement, et il y avait un vieux clinicien retraité qui, lui, parlait de cruauté froide. Alors, vous tous qui travaillez dans des institutions ou pas dans des institutions, essayez de penser notre société et de penser à des exemples de cruauté froide. Je suis sûre que vous en trouverez rapidement. Je n'ai pas besoin d'en nommer beaucoup. Donc vous voyez comment se poser comme société comme étant bienveillante, comme étant bon, comme étant sans violence, c'est comme le mythe de dire tout le monde peut être heureux tout le temps. C'est un mensonge peut-être indispensable, mais qui nous pèse. Et quand on parle de créer des solidarités, c'est des solidarités justement pour passer au travers du miroir et être capable de dire non, on n'est pas heureux tout le temps et notre société n'est pas si bienveillante que ça. Donc, dans notre monde contemporain, il y a une transformation de la relation à soi.
Alors, on parle de culture du narcissisme. Je ne sais pas si vous suivez un peu toute cette transformation ou la culture du selfie, donc cette image de choix qu'on cherche au travers des cellulaires, mais qui est cette façon de se saisir à tout moment, comme si on interrogeait ce miroir de soi-même, comme si c'était nécessaire pour exister de se voir et aussi d'être vu par les autres, alors sur Facebook et plus tellement dans la rue, mais dans quelque chose où le fait d'être vu ne me rend pas nécessairement moins seule. Je pense qu'il y a beaucoup chez les adolescents ce poids qu'on rencontre et dont ils parlent, ce poids de devoir être quelqu'un à tout prix. Et notre société, bon, qui a ses qualités, une société qui met l'individu au cœur de ses projets, c'est une qualité, mais c'est aussi un poids certain par rapport à des sociétés plus sociocentriques où on existe parce qu'on est le fils de quelqu'un et le petit-fils de quelqu'un. Et après ça, on peut commencer à faire des choses, mais on n'a pas besoin de se réaliser et d'être connu de tout le monde pour être quelqu'un et pour exister. Et ce n'est pas pour rien que notre société a développé tellement les travaux autour de l'estime de soi, un concept qui, dans d'autres sociétés, paraît étrange, curieux de devoir s'aimer autant. Je dirais pour des sociétés bouddhistes, même incongru, alors que dans les sociétés bouddhistes, on doit plutôt apprendre à accepter de n'être rien, à accepter de n'être pas grand-chose, à accepter sa disparition et que c'est comme ça qu'on trouve le bonheur. Alors vous voyez comment nous, on est à l'envers. On se dit bon, on se fait répéter qu'on est bon et c'est comme ça qu'on va se consoler, se sentir bon. Et c'est important de se voir, pas parce que ça c'est mieux ou moins bon qu'une société bouddhiste, mais parce que c'est différent et alors ça nous conduit à des problèmes différents. Il faut aussi survivre à la compétition, être un gagnant, dans le succès ou dans l'horreur. Et si vous regardez l'épidémie des tueurs en série aux États-Unis, mais aussi au Canada, ou ce qui s'est passé la semaine passée au Québec, ou ce qui s'est passé la semaine passée à Ottawa, ça ressemble à ce qu'on appelle, ce que certains appellent le complexe du loup-garou, c'est-à-dire exister à tout prix quand on est un raté, quand on a l'impression qu'on est tout seul et qu'on n'a même pas une maman qui va nous soutenir dans le suicide ou dans la mort, eh bien, alors on peut se dire, alors je vais devenir un monstre. Et ça, c'est mieux que de ne pas exister du tout. Ça devient attirant parce qu'il faut justement exister à tout prix. Donc performer, mais à quel prix ? On parlait tout à l'heure de cellulaire, donc quelles sont aussi les exigences, donc les potentiels, mais aussi les exigences du temps réel, du vivre dans l'immédiat tout de suite, avec le mot-clé, alors là, je ne sais pas si vous l'entendez tout de suite, mais il faut se gérer. Il faut gérer ses émotions, il faut gérer son temps, il faut gérer ses responsabilités. Michel, tu n'avais pas écrit un livre sur moi comme micro-entreprise, alors je pense que Michel pourrait en parler beaucoup mieux que moi, je lui laisserai la parole tout à l'heure. Avec la multiplication des liens virtuels, et encore une fois, je reviens à mes rencontres avec les enfants et les adolescents, qui est une façon de vouloir échapper à la solitude, mais avec un peu cette illusion de l'intimité. Et peut-être, pour revenir à ça, donc, et c'est particulièrement important à l'adolescence parce que ça interagit avec les quêtes identitaires, je vais passer là-dessus et vous parler de Lynn. Donc Lynn, c'est un jeune que j'avais rencontré qui avait 17 ans. Il était venu pas parce qu'il voulait venir me voir, mais parce qu'on l'avait amené. Ses parents voulaient qu'il vienne, sa travailleuse sociale voulait qu'il vienne. Il avait une maladie de peau très très mal contrôlée, il était très anxieux et depuis son enfance en Chine, il avait été objet de moqueries. Les gens lui disaient qu'il était sale, ne voulaient pas s'approcher de lui en classe, mais il n'arrivait pas non plus à trouver une job-in, à gagner sa vie, même dans les restaurants, parce que tout le monde avait l'impression qu'il était repoussant. Il avait beaucoup de difficultés d'apprentissage, donc il ne pouvait pas non plus compenser à l'école. Il se retrouvait un peu en échec, et ce qu'il disait, c'est
qu'il était un reject, un loser. Il s'était retiré socialement et il avait un diagnostic de cyberdépendance, c'est-à-dire les gens me disaient il est dans le monde virtuel, il ne veut pas en sortir, et il était fasciné par les aquariums. Alors voilà, les aquariums de Lynn, et alors qu'il ne voulait pas me regarder, il ne voulait pas parler, il grognait un peu, il ne voulait pas être là, il avait juste envie de retourner à son ordi, ses yeux s'éclairaient un peu. Quand on a commencé à parler des aquariums, il y avait tout d'un coup une petite lueur. Et là, il a commencé à parler de ce qu'il faisait sur le net. Il était engagé dans une équipe de joueurs et il avait acquis dans son équipe internationale de gens qu'il n'avait jamais rencontrés un statut spécial. C'était un groupe qui avait ses loyautés et ses règles. Et il disait combien il pouvait être valorisé par cette appartenance-là. C'est le seul endroit où il était quelqu'un. Ce qu'il me disait, c'est « dans ce jeu-là, j'ai trouvé mon vrai visage ». Et puis, il imaginait toutes sortes de choses au niveau des autres joueurs qui jouaient avec lui, les membres de son équipe, de leurs relations. C'était comme tout un réseau social qui s'était fait. Et il avait choisi un avatar. Et là, ses yeux se sont vraiment illuminés. C'était un dragon rouge. Vous voyez, il retrouvait quelque chose qui était signifiant d'ailleurs dans sa culture d'origine en Chine et qui pour lui devenait alors une très belle image. Et puis les interventions thérapeutiques antérieures avaient été perçues par lui comme des agressions. Il avait toujours l'impression qu'on essayait de le faire entrer dans un monde qui n'avait rien à lui offrir. La travailleuse sociale de Lynn pensait qu'il plongeait de la vie réelle dans un aquarium, qu'il se limitait en restant dans l'Internet. Lynn, lui, avait l'impression qu'il était passé de l'aquarium à la mer et que l'Internet lui offrait une fenêtre sur le monde et une possibilité d'être quelqu'un. Et moi, j'étais inconfortable. Je pense que l'histoire de Lynn, et je ne veux pas aller plus loin dans la suite, mais ça illustrait bien ce possible du contemporain, ce possible du monde virtuel, ce possible d'un monde qui se transforme, mais aussi le vertige qu'on peut avoir en pensant qu'un jeune de 17 ans peut ne vivre que dans l'ordinateur. Et on a, vous savez, de plus en plus de jeunes qui ne font que ça. Et c'est de dire, est-ce qu'on leur offre vraiment quelque chose de mieux ou non? Et moi, je ne me sentais pas le courage de retirer à Lynn l'ordinateur si je n'avais pas quelque chose de mieux à lui offrir. Et ça, ce n'est pas toujours évident qu'on a quelque chose de mieux. Donc, maintenant, je voudrais passer à la question de la mondialisation dans la relation à l'autre. Et je dirais que donc, notre relation à l'autre dans l'espace social québécois, mais aussi à l'autre au niveau planétaire. Notre planète est devenue un tout petit espace. Marie-Carmen Plante me parlait tout à l'heure de son travail en Haïti. Je sais qu'il y en a qui viennent d'ailleurs ici. Donc, notre planète est devenue un bocal d'aquarium, si je vais emprunter la métaphore à Lynn, et un bocal où les choses ne vont pas nécessairement très bien. Alors, laissez-moi emprunter à certains philosophes pour parler un petit peu, essayer de comprendre ce qui se passe sur notre planète, parce que ça a des répercussions directes pour notre société et pour notre travail. Donc, un philosophe qui s'appelle Habermas propose que la mondialisation augmente les inégalités et que la violence structurelle dans nos sociétés est niée, ce qui est un problème important. Il dit aussi que notre monde contemporain rétrécit les espaces de dialogue et donc de solidarité à l'intérieur des sociétés et entre elles. Donc, cette idée qu'il est moins possible qu'avant de créer des espaces de dialogue. Les sociétés ont toujours été des lieux de négociation des tensions, mais des espaces de dialogue et d'écoute, d'après lui, ça se rétrécit maintenant. Alors, Jacques Derrida, un autre philosophe, a une vision un petit peu plus positive, mais pas tellement plus. Ce que lui dit, c'est que la diffusion des différences, des normes, des modèles et des idées au travers des médias, c'est une source de démocratisation. Donc ça permet d'être autrement, ça permet d'être différent. Ça fait que ces normes-là peuvent éclater. Par contre, il reconnaît aussi que la propagation des conflits et de la guerre
n'a jamais été aussi importante qu'avant. Ça se propage, c'est comme... Bon, et de la peur, regardez l'épidémie de Ebola, par exemple. La citation, là, qui est en anglais, si on pense à ce qui s'est passé dans les dernières semaines à Ottawa et à Québec, donc à ces gestes désespérés de jeunes qui s'attaquaient à des symboles de société, qui est l'armée, ce qu'il dit, c'est que le trauma n'est pas produit par le futur, mais par ce qu'on pense qui va se passer, ce qu'on imagine. Si vous regardez les mouvements de peur qui ont suivi, c'est vraiment ça. On a peur et on construit nos peurs par rapport à ce qu'on craint, ce qui va se passer, et la peur est souvent mauvaise conseillère. Donc l'altérité, la relation à l'autre devient menaçante, et on passe alors de l'exclusion à la radicalisation. Et ça peut être par rapport aux personnes qui ont un problème de santé mentale, mais, et là je reviens à Parc Extension où je travaille, c'est aussi la radicalisation des minorités, donc qui peut être associée au sentiment d'aliénation. On a ça beaucoup en Europe, et on a ça aussi au Québec et au Canada. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a aussi une radicalisation des majorités, donc de nous tous, et qui est associée à la perte des privilèges. Donc notre économie ne va pas bien, elle n'ira pas bien dans les prochaines décennies. Et nous perdons, en tant que pays du Nord, nous allons perdre des privilèges et nous allons perdre un niveau de vie. Et ça, c'est très menaçant, c'est très fragilisant, c'est difficile. Et ça amène aussi une radicalisation où on cherche qui est à blâmer, qui faut-il accuser, qui est responsable de ça et quel est l'autre qui est responsable de ça. Et à ce niveau-là, l'émergence d'un fait religieux très important dans le monde en ce moment pour se rassurer, se regrouper, se distinguer et se défendre, donc une forme de solidarité, mais qui amène aussi des très grands conflits. Alors, le Pew Institute, en janvier 2014, disait que dans le monde entier, dans les 6 dernières années, l'hostilité sociale face à la religion, qui est une forme de solidarité, a augmenté de façon continue. Et là, on parle aussi bien d'Asie du Sud que d'Amérique du Nord. Les restrictions gouvernementales face aux manifestations du religieux dans l'espace public ont énormément augmenté dans les 6 dernières années en Europe. Alors, situer le Québec, et là je vais vous amener dans l'histoire de l'an passé, qui est, je ne sais pas, des souvenirs agréables, pas pour prendre position, mais pour dire il faut penser ce qui se passe au Québec en lien avec ce qui se passe dans la planète. Nous ne sommes pas séparés. Et en fait, ce qui se passe au Québec est exactement la même chose que ce qui se passe en Europe et dans beaucoup de pays du monde en ce moment. C'est les mêmes radicalisations, c'est les mêmes tensions et c'est les mêmes conflits. Alors évidemment, on va parler un peu de la charte des valeurs qui, dans mon quartier à Parc Extension, avait beaucoup d'importance, mais c'est important quand on parle de solidarité de parler aussi de leur envers, donc de ce qui nous fait mal comme société, de ce qui fait qu'on se dispute à la table du dîner avec nos amis, avec notre famille, avec nos collègues, mais ce qui traverse notre espace social et d'essayer de le penser, donc au-delà de la dispute et sans savoir qui a raison ou qui a tort, de dire d'où ça vient et qu'est-ce que ça nous fait. Donc ce que je disais avant, ça vient d'une tension des relations à l'autre qui est planétaire. Ça n'est pas propre au Québec. On est juste partie de cet ensemble-là. Localement, ça s'exprime en lien avec quelque chose qui fait partie de notre histoire. Mais ça prend d'autres formes au fédéral et ça prend d'autres formes en Europe. Et ça réveille des traumatismes. Alors d'abord des traumatismes québécois. Et là, toutes les paroles que j'ai mises sont des citations, c'est des intervenants en santé et en santé mentale du Québec dans des C3S qui travaillent en milieu multiethnique et qui ont fait des grands groupes de discussion pour travailler durant cette période-là les implications de ce qui se passait au niveau social pour notre travail. Et vous voyez, ça, c'est une intervenante québécoise qui disait « Moi, j'ai eu de la difficulté à faire scolariser mes enfants. » Elle est québécoise elle-même, parce que mes enfants n'étaient pas baptisés, parce que moi, je suis athée. Donc, à l'époque, quand mes enfants allaient à l'école, il fallait absolument que tu sois protestant ou que tu sois catholique. Et j'ai dû me battre pour que mes enfants aillent à l'école. Donc, vous voyez comment cette histoire collective réveille des traumatismes qui appartiennent à notre histoire au Québec ici et à la façon dont le religieux a pu être un traumatisme et une forme d'oppression
pour beaucoup de gens, ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas une source de soutien et de support pour d'autres, ou les deux. Mais aussi, donc, la même histoire réveille des traumatismes historiques plus lointains. Donc, on parle de la Pologne, 1939. Cette autre intervenante qui dit « Pour moi, c'est très difficile, parce que c'est tellement proche. » Donc, elle est née ici, au Québec, mais ses parents étaient juifs polonais. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Allemagne ici, parce que pour les juifs aussi, ça a commencé tout doucement. Ça a commencé, les juifs, ils ne peuvent pas avoir ça, les juifs ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas porter ça. Chaque jour, je regarde le journal et je n'en crois pas mes yeux, parce que mes parents aussi sont venus ici en pensant se sauver, en pensant que c'est un pays libre, qu'on a la possibilité de vivre. Et là, elle explique que ses parents étaient de Pologne, et elle me dit, je me souviens, mon père me disait quand j'étais jeune, il n'était pas raciste du tout, il ne m'a pas élevée de cette façon, mais il m'a dit, un jour tu vas voir, ça va arriver encore une fois. Et je me suis bataillée avec lui, j'ai dit non, ça n'est pas possible, ça n'est pas comme ça ici, ça ne sera jamais comme ça. Donc vous voyez comment on peut finalement revenir dans des traumatismes du Québec, mais traumatismes aussi pour des immigrants et pour des immigrants plus récents, donc comme cette personne qui parlait, une intervenante qui parle de femmes algériennes. La guerre était terminée, mais elle avait vécu ça et ses parents aussi. Elle a vécu le traumatisme, puis elle est venue au Canada, au Québec, pour guérir, qu'elle nous a dit. Et là, le fait qu'on décide de faire cette charte-là, c'est tout son traumatisme qui est remonté concernant le port du voile. Puis elle fait remonter le fait que son frère a été assassiné à cause de ça. Donc, elle revit tout ça et c'est très, très difficile pour elle. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que les phénomènes mondiaux dont j'ai parlé avant, le fait que l'autre, avec la montée du terrorisme, mais aussi la guerre au terrorisme et toutes les guerres qu'on a vécues dans les dernières décennies, ça ébranle notre espace social et nos solidarités sociales ici au Québec. Et ça fait mal. Ça fait mal à tout le monde, ça fait mal aux majorités comme ça fait mal aux minorités. Et je sais que c'est difficile d'en parler, mais c'est important quand on parle de reconstruire des solidarités, qu'on se rappelle de tout ça et qu'on essaye de voir, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour resserrer ces liens sociaux? Qu'est-ce qu'on fait sans chercher qui a tort, qui a raison, mais plus comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher, pour se réchauffer, pour réparer cette souffrance de la planète qu'on peut ressentir à notre façon ici. Je veux passer ça. Alors, ce qu'il faut voir, et là je vais aller plus dans l'espace fédéral, c'est que le fait de considérer l'autre comme dangereux est aussi associé à des politiques d'exclusion. Donc, glissement du droit d'asile, les réfugiés avec lesquels je travaille beaucoup sont souvent considérés comme des criminels potentiels, et le droit à la santé et à l'éducation deviennent des privilèges. Puis on le voit maintenant aussi avec les coupures dans l'espace québécois, de plus en plus on remet en question les acquis. Donc pour la majorité, pour les minorités, pour les exclus. Et c'est important parce que comment est-ce qu'on crée des solidarités entre tous ces gens-là? Sinon, on va se disputer les uns avec les autres parce que tout le monde est en perte. Et de dire qui est celui qui a plus le droit que les autres. Alors ça, c'est une petite fille, Léla, qui a 13 ans, qui était détenue. Elle est requérante au statut de réfugiée. Ses parents n'avaient pas tous les papiers nécessaires, donc pour des questions d'identité, ils avaient été détenus. Et elle nous disait, ça n'est pas bien pour le cerveau aussi, ça fait des trous. Donc pour elle, la détention faisait des trous dans le cerveau. Et puis après, tu vas y repenser encore. Et pour justifier la détention, donc qui est complètement contraire à la Charte des droits de l'enfant au Canada, les discours parlementaires faisaient deux inversions. Les enfants devenaient plus dangereux que vulnérables. Et on a ça quelquefois aussi par rapport aux problèmes de santé mentale. Et les majorités étaient présentées comme carencées. Donc, comme on n'a pas des services de santé pour tout le monde, comme on n'a pas des services d'éducation pour tout le monde, comme il faut protéger nos majorités, alors c'est normal que les réfugiés n'aient pas droit, que les réfugiés ne puissent pas, ou que les sans-papiers ne puissent pas avoir droit à l'éducation. Et je pense qu'on est beaucoup dans ces logiques-là et qu'il faut qu'on fasse très attention. Bon, je regardais hier les coupures aux garderies, les coupures à ceci, à cela. Comment est-ce qu'on crée entre nous des solidarités qui n'excluent pas
des plus exclus, que ce soit des sans-abri, que ce soit des jeunes, que ce soit, etc. Comment est-ce qu'on crée des solidarités où on ne va pas favoriser les jeunes et pas les aînés mais pas les jeunes, où finalement on ne va pas en venir à se déchirer parce que ce qu'on doit se partager rétrécit, et qu'à ce moment-là, ça va miner nos solidarités au travers d'une bataille pour le maintien des acquis. Et je pense qu'il faut faire des luttes sociales, mais les penser en termes de solidarité, c'est très important. Donc, en conclusion, peut-être par rapport à cette partie moins drôle, je dirais qu'en ce moment, dans notre monde contemporain, mais au Québec aussi, les rapports entre le centre et les marges sont ébranlés. Les solidarités sociales sont fragilisées, il y a une perte de confiance réciproque, une méfiance face aux institutions, mais aussi face aux institutions de santé, et un environnement qui n'est peut-être pas assez protégeant. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça pour l'intervention? Je pense que ça introduit quelque chose qui était déjà là avant, mais ça le souligne, et c'est le lien entre la souffrance psychique et la souffrance sociale. Donc, la médicalisation de la souffrance sociale n'a jamais été aussi importante que ça. Vous parlez beaucoup du cerveau violent qu'on voit dans tous les congrès en psychiatrie, où on vous passe toujours le CAT scan ou la résonance magnétique qui vous prouve que la violence vient du cerveau, ou alors on trouve le test clé, le test magique pour identifier le traitement de la dépression. Donc sans penser que la pauvreté grandissante, que l'exclusion grandissante, que le sentiment d'aliénation, ou le fait pour les jeunes d'avoir l'impression qu'ils n'ont pas de place dans cette société, ou que les contraintes et les demandes sont trop grandes, sont sans doute des sources de souffrance très importantes. Mais ce n'est pas forcément là-dessus qu'on met tous nos efforts en santé mentale. Et puis, ensuite, quand ça fait mal, quand on a mal, on fragmente l'expérience et on se retrouve, comme beaucoup des jeunes que je vois, avec des dizaines de diagnostics. Enfin, des dizaines, j'exagère, mais laissez-moi exagérer. 3-4 diagnostics facilement. Donc, un jeune qui a mal va souvent se retrouver avec un diagnostic de trouble oppositionnel, de troubles de l'attention avec déficit, de troubles de conduite, mais aussi de troubles anxieux. Alors, il se retrouve avec tout ça et en fait, très souvent, c'est des jeunes à qui la vie a fait très mal. Et on a tendance à ne pas reconnaître assez les désordres associés au stress. Et donc, parce que tous les diagnostics ont des traitements spécifiques, mais qui ne reconnaissent pas forcément le fait qu'on n'est pas assez protégé ou qu'on vit dans une situation qui est impossible. Et je dirais que c'est accentué par le fossé qui existe entre les mandats sociaux et les mandats médicaux. Alors revenons un peu à la clinique et là-dedans, je me disais, comment est-ce qu'on ressort des thèmes? Ce qui est important, je pense, c'est de créer des espaces où la sécurité est possible, la sécurité et l'hospitalité. On parle beaucoup d'expertise, pas tellement d'hospitalité et pas tellement de sécurité. On parle beaucoup de sécurité, mais vous savez, je ne sais pas, si vous entrez dans les hôpitaux ou dans les institutions publiques, il y a souvent des caméras. Et c'est marqué en dessous, pour votre sécurité, ce lieu est sous vidéosurveillance. Alors, combien d'entre vous ici pensent que c'est de votre sécurité qu'il s'agit? D'accord. C'est aussi un mensonge indispensable. En fait, il s'agit de la sécurité de l'institution. Et pour des gens vulnérables, eh bien, c'est très paniquant, la sécurité de l'institution, et eux ne se sentent pas forcément bienvenus ou en sécurité. Alors, je vous raconte une histoire, l'histoire du café turc. Donc, c'est un enfant de 7 ans, c'est des équipes de C3S qui me demandent de voir l'enfant parce que ça fait 2 ans qu'ils interviennent et ils en sont nulle part, ça ne marche pas. Et ils me disent, on n'arrive pas à intervenir, ce papa, il ne veut pas, il ne comprend pas, il n'écoute pas et tout ça. Et alors, je parle avec eux et ils me disent, mais oui, on pense que le papa, il a un syndrome d'Asperger. Je dis oui, alors on parle encore. Et là, tout d'un coup, je découvre que le petit garçon et le papa vivent avec les grands-parents, mais que personne n'a rencontré les grands-parents depuis 2 ans. Alors, je dis, on va rencontrer les grands-parents et j'invite les grands-parents avec un interprète et toute la famille. On est là, 10 ou 15 avec la famille arrive, grand-papa arrive. Il a une grosse moustache, il s'assied avec un air très sérieux, il me regarde, je le salue et il me dit « Maintenant, j'ai besoin d'un café ».
Alors là, je pense, et je me dis, d'accord, on n'a pas reconnu l'importance de ce grand-papa-là pendant plusieurs années, et je suis probablement en train de briser les règles de l'hospitalité. Alors je dis, très bien, j'ai dit, c'est vrai que nous vous accueillons ici, et à cause des règles de l'hospitalité, nous devrions vous offrir quelque chose. Alors j'ai dit, voulez-vous qu'on aille vous chercher un café? Il me regarde toujours très sérieux, il me dit non. Il dit, c'est moi qui vais aller vous chercher un café, chez Tim Horton. Tim Horton, c'est un bloc plus loin. Hein. Alors je me dis, le temps qu'il y aille, ça va prendre une demi-heure, et on est toute l'équipe ici à attendre. Mais il a l'air très, très déterminé, ça n'est pas négociable. Alors je dis, d'accord. Alors il fait le tour de l'équipe, et il prend des commandes pour 10 cafés, et il part chez Tim Horton, et il revient avec quelqu'un de l'équipe quand même qui était allé l'aider, avec 10 cafés, et il les distribue tout autour, et on s'assied. Et là, tout d'un coup, la parole devient possible. La parole devient possible parce que ce grand-père, qui finalement était un peu humilié qu'on ne lui ait jamais parlé, qu'on ne l'ait jamais considéré, alors que lui était la personne principale dans la vie de son petit-fils, que lui est le chef de famille, que c'est à cause de lui que la famille fonctionne, mais il était très humilié par notre intervention, hein, parce que nous avions fait. Ça lui faisait violence, et il avait besoin, pour sortir de cette humiliation-là, que nous acceptions un cadeau de sa part. Donc pas que nous lui donnions plus, mais que nous acceptions quelque chose de sa part. Et donc après ça, ça va beaucoup mieux. Alors 1 an après, moi je ne les voyais plus et l'équipe revient. J'ai dit, est-ce qu'il y a un problème? Ils disent, non, maintenant depuis cette rencontre-là, l'intervention va très bien et le petit garçon va mieux et son papa aussi. Et je pense qu'on travaille bien avec la famille. Mais ils disent, on aimerait bien se rencontrer une autre fois pour parler de ce qui se passe tous ensemble avec le groupe comme la dernière fois. Alors j'ai dit, d'accord, et ils reviennent tous. Et là, l'équipe s'énerve et elle dit, il faut absolument préparer le café. J'ai dit, d'accord, on va préparer le café. Et ils disent, il faut amener le café dans la pièce. Ah, j'ai dit, non, on attend. Alors, le grand-père arrive, il s'assied, sérieux. Et là, je lui dis, bonjour. Donc, je le salue bien et je lui dis, souhaiteriez-vous avoir un café? Alors, il me regarde. Et là, il a un sourire très fin, mais petit sourire. Et là, il dit, merci beaucoup, mais cette fois-ci, ça n'est pas nécessaire. Donc, ce que ça nous montre, c'est comment l'alliance se joue sur nos murs, se joue dans les temps, dans notre rapport au temps, au rendez-vous, mais aussi dans toutes sortes de choses qu'on n'apprend pas dans les livres et qui finalement nous amènent à établir un dialogue avec l'autre, avec ces familles qu'on rencontre. Et ça nous amène souvent à se déstabiliser, mais je pense que c'est important de penser l'hospitalité, de penser les solidarités dans cet espace qui nous appartient. Alors, notre intervention s'inscrit maintenant dans ces tendances qui sont intéressantes, hein, la question des données probantes, mais ces tendances à vouloir que tout ce qu'on fait soit prouvé. Mais le café turc, ce n'est pas encore prouvé, on n'a pas encore publié là-dessus. Et donc, il y a un côté où c'est utile de mettre la méthode au service de notre esprit critique, d'essayer de cerner la vérité ou d'uniformiser les pratiques. Ça peut avoir une certaine valeur, mais ça a aussi, je dirais, c'est aussi très problématique parce que quand on consolide des savoirs experts et qu'on essaie de réduire le doute, alors on oublie que l'autre peut être différent et que l'autre est aussi porteur de savoir et que notre ignorance sur l'autre est ce qui fait qu'il peut exister comme sujet. Et donc, savoir, oui, être critique par rapport à nos pratiques aussi, mais la position d'expert, je pense qu'il faut la re-questionner. Parce que je pense que savoir l'autre, ça peut être très violent. Donc, avoir des savoirs, oui, les échanger, oui, les négocier avec l'autre, oui, mais être trop sûr ou trop expert dans notre intervention, je pense que ça devient une source de violence. Et qu'à ce niveau-là,
les communautés maoris en Nouvelle-Zélande avaient proposé quelque chose d'intéressant parce que tout le monde parlait de compétences culturelles. La compétence culturelle, ce n'est pas juste pour les communautés culturelles. Hein. Moi, je travaillais avant à Pointe-Saint-Charles. Vous savez, la culture de Pointe-Saint-Charles, ce n'est pas la culture de Notre-Dame-de-Grâce, ce n'est pas la culture d'Outremont. Et quand on arrive et qu'on intervient à Pointe-Saint-Charles comme si on était à Outremont, on se plante. Moi, je me rappelle, jeune psychiatre, les jeunes au Café Sans Mur à Pointe-Saint-Charles, ils m'avaient dit, mais recevoir un poing dans la gueule, c'est bien moins pire que se faire dire des choses. Alors pour moi, classe moyenne, blanche, professionnelle, qui pensait que dire les choses, c'était beaucoup mieux que de les agir, c'était questionnant. Hein. Donc il y a des différences culturelles partout. Alors ce que les communautés maoris disaient, c'est finalement que ça les faisait bien rire, la compétence culturelle, parce qu'eux ne se sentaient pas en sécurité. Ils avaient l'impression qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Ils n'avaient pas l'impression que dans un lieu clinique, dans un lieu où on voulait s'occuper de leur santé mentale, ils étaient respectés. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais vous sauter beaucoup de choses. Je voulais parler du soutien aux intervenants qui me paraît très important ici, mais regardez juste, ça c'est un dessin de Quinault, mais je le trouve intéressant parce que vous voyez, l'intervenant, c'est celui qui a les rames. Et tous les autres gens qui sont l'institution et le système de santé parlent à ce rameur et disent « Comment ça, vous ne ramez plus ? Vous m'étonnez, Fernandez, sommes-nous ou non dans le même bateau ?» Alors si jamais vous vous sentez comme ça, donc je saute ça. Alors, plutôt que de parler de bonnes pratiques, moi je préfère parler d'assez bonnes pratiques. Et là, j'en prête à Winnicott, c'est-à-dire que je pense que parler des meilleures pratiques, là, vous me faites paniquer. Et vraiment, je vais me sauver en courant, ça me fait très très peur. Même des bonnes pratiques, ça me paraît un peu trop ambitieux. Mais parler d'assez bonnes pratiques, ça veut dire qu'on court le risque de se tromper, mais on fait du mieux qu'on peut. Et le fait qu'on se trompe de temps en temps, ça laisse de la place aux familles, aux patients, aux personnes qui souffrent, pour avoir une parole et dire là, vous ne nous rejoignez pas du tout. Mais je passe ça parce que je voulais arriver à des choses qui parlent, donc des micro-pratiques qui parlent de solidarité. Et c'est un exemple qui appartient donc dans une école secondaire, là on est à Saint-Laurent. La semaine du suicide, suite à l'intervention d'une intervenante, est devenue la semaine du sourire, qui poussait donc le slogan « Solidaire pour la vie ». Et non, ça n'était pas de l'évitement du thème du suicide, mais c'était plus une façon de parler... Est-ce que je peux revoir le PowerPoint encore ? Oh, on m'a puni le PowerPoint. Me le remettre juste un peu, je vais terminer avec quelques images. Oui, c'est ça. Donc, se dire qu'on peut faire des concours de sourire, donner des câlins gratuits. En tout, il y a toute une série de choses que les jeunes avaient proposées et les professeurs, qui étaient une façon de s'adresser à la dépression et à la tristesse dans l'école, et qu'eux trouvaient aussi autant porteur que de parler de suicide. Alors, on parlait aussi du suicide, mais on en parlait d'une façon que les élèves et les professeurs s'étaient réappropriés. Je dois terminer. Donc, on avait fait aussi des forums de discussion durant la guerre en Irak, mais je pense qu'il faut penser la mondialisation en termes de liens et de souffrance, en nous-mêmes et dans chaque rencontre clinique, et qu'on peut aussi le penser en dehors du clinique. Et là, c'est un projet qu'on est en train de faire d'art dans la communauté, qu'on appelle « Et si les murs parlaient de nous ?» Parce que vous savez, les murs parlent. Alors je reviens au mur de Parkex, mais ils parlent souvent d'exclusion. Vous voyez, vous connaissez ce genre de mur. Ça parle de solidarité des gangs, mais ça parle aussi beaucoup d'exclusion. Mais ça peut devenir très beau, la façon dont les murs parlent. Et c'est cette idée de recréer des solidarités, donc alors qu'on est dans des situations où il y a beaucoup de tensions et de conflits,
dans un espace-temps qui est fragile, mais qui permet de repenser les normes et les identités qui sont imposées et de soutenir des réseaux de sens, alors que la mondialisation actuellement fragilise les récits partagés dans notre société et dans chaque communauté et entre les communautés. Alors je pense que je vous laisse avec ça, cette idée qu'il faut créer des solidarités, donc élargir nos pratiques mais sans oublier nos savoirs, tenir compte du social et ne pas hésiter à le transformer et penser la santé mentale de façon intersectorielle. Merci Michel pour ta patience. Merci beaucoup, Cécile, pour avoir su emballer ta présentation rapidement. On essaie d'accélérer le rythme aussi.